Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Dans le premier épisode avec Thierry Bernard, parfumeur et fondateur de la marque Parfumeur du Monde, nous avons retracé ses débuts. Dans le deuxième, j'explore avec Thierry la nouvelle page de sa marque Parfumeur du Monde et aujourd'hui, je vais échanger avec lui sur ses créations. Quelle est l'histoire donc des larmes d'Aden ? Alors, les larmes d'Aden, c'est une histoire qui date d'il y a 2 ans. J'ai commencé à faire de la bibliographie sur l'ensemble du temple de Jérusalem, du roi Salomon. Cette bibliographie sur la Torah, j'ai pu trouver les 11 éléments qui constituaient cet ensemble. Sur les 11, c'était facilement trouvable et 2 ne me disaient absolument rien. Donc, premier qui manquait, c'était donc ce qu'on appelle l'ongle. Alors, ça porte plusieurs noms, mais bon, l'ongle est celui qu'on voit le plus fréquemment. Et il se trouve que cet ongle, en fait, est un opercule d'escargot ayant vécu dans la mer Morte et qui a disparu. Oui, que vais-je faire ? Donc, je me suis dit, là, on va être coincé parce que là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Oui. Et que vais-je faire ? Et là est arrivé mon sauveur, à savoir Alexandre Elwani. C'est là où a débuté notre collaboration. Il m'a dit, mais Thierry, on arrive à trouver sur les marchés de Dubaï ou des Émirats, je ne m'en rappelle plus, encore des… Ce petit escargot ? Non, pas l'escargot, mais on arrive à retrouver cet opercule qui a été broyé. Et puis cette odeur, on peut l'avoir. Et donc, il a réussi à me faire avoir un échantillon de cet ongle qui m'a fait parvenir. Et donc, j'ai pu le retravailler par chromato et après refait au nez. Dedans, il y avait des notes animales, donc j'ai été obligé de les enlever parce que nous, on ne travaille pas les notes animales. Donc, j'ai été obligé de recréer cet ongle avec tout un tas de produits. La base du produit était le CAD qui nous a donné ce côté fumé. Et donc, j'ai réussi à faire cet ongle. Mais donc, pour fabriquer donc, le kétoré, qui est l'encens du temple de Jérusalem, il nous manquait le dernier ingrédient qui est le baume de Gilead. Et donc, pour cela, on est parti donc, à Jérusalem et on est parti visiter les plantations, parce qu'il y a quelques plantations qui existent de nouveau, de ce baume de Gilead qui est une plante de Jordanie, donc qui est cultivée par les Israéliens à titre expérimental. Et on a distillé dans le désert, on a réussi à distiller quelques millilitres de baume de Gilead que j'ai pu ramener en France et que j'ai pu… Et alors, ça sent quoi ? Alors, c'est un encens, parce que c'est un arbre qui est très proche de la myrrhe, des commiphora, qui est proche de l'encens, parce que c'est la même famille que l'encens. Et en fait, c'est pas une huile essentielle, c'est une résine qui pousse le long de tout l'arbre, en fait. Au niveau des bourgeons, au niveau des feuilles, enfin, il y a une espèce de petite résine. Et nous, on a distillé toutes les parties, en fait. On a distillé les bourgeons, on a distillé la tige et aussi les produits qui suintent. Et en fait, c'est un encens particulier qui a des notes un peu béroses, un peu rouges, un peu… C'est comme un encens qui est légèrement parfumé avec des notes un peu épicées, en fait. D'accord. Donc, j'ai pu récupérer 1 millilitre de ce produit, donc, et puis on l'a recréé, en fait, parce que là, c'est impossible pour l'instant, dans l'état actuel des choses. Il y a des productions qui sont faites dans le désert de l'Arava. Pour l'instant, ce n'est pas disponible, donc on s'est dit, on ne va pas commencer à faire un baume de Gilead. Donc, j'ai mélangé pas mal d'encens, j'ai mélangé en fait toutes les notes qui me manquaient sur cet encens de manière à pouvoir recréer en fait une composition baume de Gilead en naturel. D'accord. Donc, quand j'ai fait toute ce qu'on appelle la kétoré, donc j'avais une note qui était totalement biblique, totalement, mais pas un parfum en fait. J'avais quelque chose qui était juste, je l'ai fait d'ailleurs au départ pour le côté spirituel.
Oui. Petit peu, m'est venue l'idée de pouvoir faire un parfum de pèlerin. Oui. Un parfum, mais qui puisse être porté par tout le monde, en fait, par toutes les religions, parce que Jérusalem, c'est planté au milieu de nulle part, mais c'est au milieu de tout. Oui. Donc, toutes les religions sont là. Et donc, lors de mon voyage à Jérusalem, j'ai cherché quelle était la matière première qui pouvait rassembler tous ces gens-là. Tout à fait. J'ai été aussi bien dans les mosquées que dans les temples, que dans les églises, coptes ou autres. Et la seule chose que j'ai trouvée qui pouvait en fait relier les peuples et la cire d'abeille, en fait, c'est les bougies à la cire. Et donc, ça m'a sauté, notamment dans l'église sacrée de Jérusalem. Tous les gens qui mettent leur offrande, en fait, font tous brûler des bougies à base de cire. Et cette odeur de cire d'abeille, je dis, mais bien sûr, c'est ça qui fait. Donc, en fait, ça a servi à faire un cœur fleuri. Oui, et c'est le lien. Cœur fleuri et mielé. Et après, la dernière étape a été de trouver, en fait, les notes de tête, qui était à peu près le plus dur, parce que je voulais des notes de tête qui aillent bien avec le reste et qui soient originaires du pays. Oui. Donc, on est parti sur des notes de cédra qui poussent partout là-bas, des notes de néroli, et voilà. Donc, on est parti là-dessus. Et effectivement, voilà, les larmes d'Aden a mis presque 2 ans à être construit, mais pièce par pièce. Oui, il y a toute une recherche et tout un puzzle que tu as construit en amont. Pour moi, c'est la construction la plus aboutie depuis que je travaille, je fais ce métier. Bah écoute, en tout cas, bravo, parce que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, mes 2 chouchous, c'est celui-là et Androgyne. Donc, c'est ceux qui font vibrer mon cœur. Alors, j'aimerais, même si c'est une évidence pour toi, mais que tu puisses dire à nos auditeurs, en fait, pourquoi une parfumerie 100% naturelle? Quelles sont un peu tes raisons, tes convictions pour aller là? C'est très, très simple. Je pense qu'un parfum naturel est vivant. Un parfum synthétique, pour moi, ne l'est pas. Il est vivant, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à sentir n'importe quel des parfums de parfumeurs du monde. On le met sur la peau, 1 heure après, il a une odeur qui a changé, 2 heures après, différent, et ainsi de suite sur toute la vie du parfum. Il va changer sur la durée de vie du parfum, mais il va aussi changer chez les gens. Le corps va prendre en fait que les odeurs dont elle a besoin. Et je me suis rendu compte que sur 200 personnes parfumées, il n'y en a aucune qui avait le même ressenti olfactif derrière. C'est-à-dire que… Tu dis le corps, mais c'est la peau? Ou tu dis plus le corps? Mais le corps, ça fait partie, c'est aussi bien le mental que le physique. Ouais. On s'est aperçu que ça a changé, mais radicalement en fonction de la personne qui le porte. Si demain je porte les larmes d'Aden et que quelqu'un le porte à côté de moi, on n'aura pas la même odeur. Il y en a un qui va prendre plus un marquage sur de la cire d'abeille, l'autre qui va prendre sur du jasmin, l'autre qui va prendre sur du nard. C'est complètement différent. L'approche est différente. Et si on prend un parfum qui est typiquement synthétique, il a été étudié pour ça. Il aura la même note à temps T1 qu'à temps T2 qu'à temps T8. Et le problème est là. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un parfum qui n'évolue pas. Qui est linéaire. C'est complètement linéaire, c'est complètement… Après, c'est ce que les gens cherchent peut-être à l'heure actuelle, c'est d'avoir le parfum de Monsieur Tout-le-Monde pour être mieux dans la main. Moi, je cherche le contraire. Je cherche le parfum qui soit le parfum de… Voilà, j'étais bercé par le parfum de Suskin, j'étais bercé par plein de choses. Le parfum, c'est unique. La personne se parfume avec, c'est son odeur. Ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu viens de dire aussi, de souligner, de mettre en valeur que c'est aussi ce dont la personne a besoin qu'elle va aller prendre. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est un autre regard. Un autre regard. En fait, c'est comme si le corps prenait ce qu'il a envie de prendre. C'est-à-dire que ce qu'on va sentir, alors ce qui reste, c'est ce que le corps n'a pas pris, soit c'est ce que le corps aura pris le reste, et justement, c'est ce qui lui convient en fait. Donc, il y a une question, pas spirituelle, mais c'est plus de l'ordre du mental. Je peux comprendre que ces parfums naturels ont des taux de vibration qui sont beaucoup plus élevés qu'un parfum synthétique. Oui, tout à fait. Alors, j'aurais aimé que tu nous parles du parfum que tu as créé pour l'auditorium, qui s'appelle plus exactement The Spirit of Europe, pour Isabelle Prindulis. Raconte-nous l'approche. Tu as une anecdote autour de ça. C'est un gros projet, en fait. Isabelle est venue me trouver en me disant, j'ai demandé à plein de parfumeurs de me faire un parfum, mais ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas. Alors, j'ai demandé pourquoi. Elle me dit, je voudrais faire le parfum de l'Europe. Pour présenter au Parlement européen. Donc, à l'époque, c'était 28 nations. Donc, c'était mélanger des fragrances provenant de 28 pays et les mélanger et faire une fragrance commune, quelque chose d'uni, en fait. Il fallait pas avoir quelque chose de décousu, en fait. On voulait faire une composition, une formulation qui est… Donc, j'ai dit oui.
j'ai recherché fragrances que j'allais mélanger sur les 28 pays et ça a été assez compliqué parce qu'en fait, il y a des pays qui sont très chauds, des pays qui sont très froids, Oui. des matières premières qui sont certains de l'ordre de la menthe glaciale et de l'autre côté qui peuvent être pas du romarin garrigue. En fait, c'est compliqué à mélanger. Donc, j'ai fait un parfum. C'était la première fois que je faisais un parfum avec deux cœurs, un cœur froid et un cœur chaud. Oui. Et donc, on a fait donc, Spirit of Europe et qui a une note qui est absolument magique parce qu'en fait, qui proviennent de beaucoup d'éléments et qui sont tous intégrés. Il y a une harmonie dans ce parfum qui est juste comment mélanger des peuples et des civilisations complètement différentes pour avoir une vie commune. C'était le but, je pense que j'ai réussi, mais après, l'avenir dira. Maintenant, parlons un peu créativité et audace. Donc, comme tu le sais, la créativité, c'est inventer, c'est prendre des risques, c'est briser des règles. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce sont des choses qui te parlent et est-ce que tu as une anecdote pour l'illustrer? J'ai demandé à mon mentor comment on faisait, qu'est-ce qu'il disait quand il était en face d'un parfum qui était magnifique. Et il m'a regardé, il me fait « Waouh !» Je dis « Oui ». Je dis « D'accord, mais qu'est-ce que tu fais quand on te présente une création et que tu n'aimes pas ?» Et il m'a dit « C'est pas mal ». Le but de la manip, en fait, c'est de se trouver dans le waouh. Oui. Mais le waouh, un beau parfum, il doit remuer. Ah, il doit bousculer. Il doit pas être neutre. Donc, il doit bousculer. Dans le bien ou dans le mal, peu importe. Moi, je préfère que quelqu'un me dise ton parfum, il n'est pas bon, il ne me plaît pas, il me repousse, que me dire ouais, je ne sais pas quoi dire. Quoi. Parce qu'en fait, un bon parfum, il est bon parce qu'il est bon pour certains et mauvais pour l'autre. Mais il n'est pas au milieu, il est jamais au milieu. Quelque chose qui est au milieu, c'est ni bon ni pour les uns ni pour les autres. Donc, moi, c'est ma théorie, ma manière de penser, de voir les choses. Je suis prêt à assumer que mon parfum ne puisse pas plaire, comme je suis prêt à assumer que la personne me dise c'est fabuleux ce que vous avez fait. Voilà, il faut pouvoir gérer le plus pour gérer le moins, en fait. Voilà. Après, donc pour avoir ça, on ne peut pas avoir ça sans audace, sans faire des surdoses, sans faire des choses qui n'ont pas été déjà faites. La plupart des grands parfums, ils ont été faits sur un artefact, sur un accident, toutes les grandes choses sont arrivées comme ça. Je veux dire, le 5 de Chanel est arrivé comme ça. L'inventation, comment ça s'appelle, la pénicilline, Fleming, c'est comme ça que c'est arrivé aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de créer une discordance, je pense que l'originalité vient d'abord chez le parfumeur, qu'il n'ait pas peur de sortir des clous. Alors, quel a été ton plus grand défi jusqu'à maintenant? Que ce soit d'ailleurs créatif en termes de parfum, qu'en termes aussi de création au sens large. Je n'ai pas vraiment de défi. Je pense que j'aime faire ce que j'aime. Non, t'as pas compris. Quel a été ton plus grand défi? Mais chaque parfum, c'est un défi. Chaque parfum, c'est un plus grand défi. C'est le défi du moment est toujours le défi qui est le. Mais bon, c'est pas que dans les parfums, c'est dans la vie de tous les jours. On a tous les jours des choses à affronter. Je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que ta vie, elle est belle ou elle est moyenne. Je veux dire, on a tous des défis à surmonter. As-tu un conseil à donner à de jeunes entrepreneurs ou de jeunes créateurs qui veulent se lancer dans l'aventure du métier de parfumeur ou de l'entrepreneuriat? Alors, déjà, ce style de métier peut avoir sa place que pour des gens qui le vivent. On ne peut pas. On peut, enfin, il y a beaucoup de gens qui font des parfums sans avoir une idée des matières premières, comment elles vivent, comment elles poussent, qui les ramasse. C'est déjà la matière première, c'est le sourcing. Le sourcing et la connaissance des gens qui ont fait ces matières premières est pour moi la première pierre. Donc, il faut déjà avoir cette connaissance, on ne peut pas imaginer connaître un parfum sans connaître ces matières premières. Déjà, parce qu'il faut aller les choisir et le choix des matières premières, c'est comme quand on fait de la cuisine, c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas des bons ingrédients en cuisine, on ne peut pas faire un bon plat, ce n'est pas possible, même si la personne est la plus douée possible. C'est essentiel. La qualité des matières premières est la condition sine qua non. Donc, la qualité des matières premières en parfumerie, c'est ça. Je parle pour du naturel, parce que synthétique, c'est un synthétique et la provenance, peu importe, c'est toujours la même. Un produit naturel, il faut le comprendre, il faut savoir comment il pousse, d'où il vient. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, la connaissance, l'audace. C'est sûr que s'il n'y a pas d'audace, voilà, on ne pourra jamais sortir des sentiers battus et faire quelque chose qui pourra être respecté par sa beauté ou par sa truc. Voilà. La passion, c'est l'élément moteur. On ne peut pas aimer ce métier si on n'est pas passionné de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est juste pas possible.
Et après, beaucoup de persévérance parce que pour arriver dans ce milieu-là, je pense qu'il faut une vie entière pour commencer à comprendre comment ça se passe. On va terminer avec un petit questionnaire perso. Donc, c'est une évidence, le parfum a une influence sur ton moral. C'est le moral qui a une influence sur mon parfum. Je ne formule que quand il fait beau. Quand il fait beau, dehors et à l'intérieur de toi. Oui, aussi, mais les deux, quand il fait beau partout. C'est-à-dire que… Oui, mais tu peux avoir un ciel gris dehors et ta météo intérieure être bonne. Ah non, il faut les deux, il faut les deux. Moi, il faut les deux. J'aime la nature, j'aime quand… voilà, un jour de pluie, ça ne viendrait pas à l'idée de formuler, je ne sais pas. Voilà, donc non, moi, j'ai besoin de pas mal de paramètres. D'ailleurs, je pense que à partir du moment où on essaie de faire un peu, entre guillemets, de l'art, je pense qu'il y a des paramètres à respecter. On ne peut pas faire n'importe comment. Il y a des moments. Il y a des moments où on a besoin d'être en équilibre. Et cet équilibre, bon, chacun a son équilibre et chacun va le trouver là où il doit le trouver. Mhm. Donc en fait, ce que tu viens de dire ne va pas du tout dans le sens où souvent on dit que pour créer, il faut être torturé, il faut souffrir. Il y a des gens qui sont bien dans la souffrance. Hein. Moi, personnellement, non. Mais voilà, après, chacun a sa manière d'être bien. Je veux dire, il y a des gens qui sont capables, sous la souffrance, de faire des toiles magnifiques. Il y a des gens qui sont… Mais ce n'est pas ton cas. Non, absolument pas. Je déteste la souffrance. Alors, quel est ton truc anti-stress? Moi, je pense que je n'ai qu'un, c'est la méditation. D'accord. Ton geste écolo? Gestes écolo, j'essaie d'avoir que des gestes écolos. Mais encore? C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de savoir si ça va dans le sens où je veux que ça aille. Voilà. Donc, nous, dans la ligne, on a essayé d'être écolo de A à Z, de partout. Donc, on a éliminé tout ce qui pouvait être plastique de la ligne. On s'est creusé la tête comment on pouvait faire et tout. Et tous les jours, c'est pareil. Le choix du naturel, ça a été un choix écolo. Le choix de nos flacons, c'est un choix écolo. Le choix de… Donc, on a enlevé le plastique, on l'a remplacé par du liège avec des arbres coupés par l'ONF et répertoriés. Donc, tout ça, c'est travaillé. Après, dans le choix du packaging, on a voulu utiliser des matériaux qui ne sont pas plastiques. Donc, on a enlevé les papiers cellophane. On a pris que les papiers qui étaient pas traités. Voilà, pour aller dans ce sens-là, on est obligé de regarder c'est pas le geste écolo du jour pour dire j'ai fait le geste écolo. Faisons le geste écolo, le geste juste dès qu'on peut le faire. Comment te ressources-tu? Montagne. D'accord. Quel aurait été le deuxième métier que tu aurais pu faire ou que tu aurais eu surtout envie de faire en dehors de… Alors, j'ai deux métiers que j'aurais aimé faire. Bon, un qui ne fait aucun doute, c'est archéologue. Ouais. Parce que ça va, je pense que ça même, ce que je suis en train de faire là, avec le Kétoré et le temple de Jérusalem fait partie peut-être un peu de la partie que je n'ai pas pu faire. Ça va bien ensemble et c'est une recherche de moi-même. Je veux dire, ça aurait été, si jamais je n'avais pas été parfumeur et si je n'avais pas fait des études de biologie et de biochimie végétale, je pense que j'aurais été vers l'histoire de l'art et vers les civilisations anciennes. Je pense que ça aurait été mon métier. Et là, éventuellement, ce qui était aussi l'amour des animaux, je pense que vétérinaire aurait été aussi peut-être mais je pense que ça aurait été ça m'aurait saoulé assez facilement parce que je pense que c'est trop commercial et trop… c'est devenu un métier qui est pas forcément… qui rentrait pas dans mon idéologie. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gourmande. Donc, je t'ai demandé de penser à une recette ou un cocktail et de nous raconter pourquoi tu l'aimes. Alors, recette, j'ai cherché, mais en fait, je vais plutôt me diriger vers le cocktail. D'accord. Voilà, je suis, comme je t'ai pu te le dire, je suis très, je suis très proche de tout ce qui peut être tropical. J'aime ce climat tropical, j'aime le climat humide, j'aime cette moiteur, j'aime tout ce qui va aller avec ça, c'est-à-dire les plantes qui vont avec ça, les arômes et tout ce qui peut être engendré par cette humidité, par la danse et la chaleur qui va avec. Et donc, en fait, comme cocktail, j'ai le Mojito pour moi. C'est celui qui représente une partie de ma vie et qui continue. Donc, voilà. Parce qu'en fait, dedans, il y a tout. En fait. Il y a un mélange de tout ça. Alors, il contient quoi ton Mojito? Parce que je me demande ou je soupçonne qu'il a peut-être des ingrédients autres. Non, pas forcément. Là, encore une fois, c'est dans le choix des ingrédients. En fait, faire un Mojito, c'est possible est fait par tout le monde, mais en fait, le vrai Mojito qu'on peut boire à Cuba ou dans les îles ou un peu partout, en fait,
l'originalité vient d'abord des citrons qu'on va mettre dedans. Oui. Les petits citrons qui sont les citrons ponches, qui sont tout petits, qui font la taille de, je sais pas moi, qui font 1 centimètre de rayon, qui sont mais vraiment très très puissants en termes d'odorant, qui dégagent une note agrume mais puissante. Donc il y a ça, donc cette note citron qui me rappelle les tropiques, la note rhum, alors pas n'importe quel rhum, le rhum industriel, celui qui est fait à partir de mélasse. Oui. Qui a une note assez caractéristique. Après, il y a le sucre de canne. Alors, le sucre de canne, pas n'importe lequel non plus. La cassonade, le sucre qui a été fait, qui n'a pas été raffiné, qui a encore plein de petits bouts dedans qui sont de couleurs différentes. Et qu'on va écraser au fond, qui vont donner ce côté. Moi, ce que j'aime, c'est le côté granuleux du cocktail, le côté où on va trouver les morceaux dedans. Après, la menthe, pas n'importe quelle menthe. C'est la menthe Hollywood, en fait, la menthe qu'on appelle la menthe nana, qui a ces notes un peu mentholées, mais pas menthe polaire, menthe un peu plus orientale, qui va donner ce côté, comment dire, le côté mentholé, mais légèrement mielé, légèrement, comment dire, doux, en fait, un peu tabac. Doux. Après, il y a des. Qu'est-ce qu'on a mis dedans encore? On peut mettre du sirop de batterie, c'est-à-dire le sirop qui est vraiment pas fluide, qui est très épais, qui est très caramel. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui me rappelle déjà les tropiques, qui me rappelle. Moi, à chaque fois que je prends un mojito, ben, j'ai de la salsa derrière. J'ai Oui. Quand je dis salsa, c'est bien. Tu as toute une musique ambiante autour de toi. Salsa, merengue, bachata, c'est toutes ces couleurs, et il y a les gens qui vont avec. Toute une époque de ma vie et qui est toujours présente, et toute une chaleur qui est là. Ouais. Donc il suffit d'une gorgée et tu es rebasculé là-bas. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Parfait. Ben, écoute, un grand merci pour cet échange généreux et tu nous as fait voyager de façon extraordinaire. Donc, un grand merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Bettina. D'abord, ça fait revenir des souvenirs à la surface et ça fait penser aux prochaines fabrications, aux prochaines formulations. Et puis, quelque part, ça fait avancer. Et c'est toujours un plaisir un interview avec toi, c'est toujours un grand bonheur. Ben, écoute, merci à toi. Il s'est partagé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode gratuit de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!